L'odeur des travers de porc au barbecue fut la première chose qui me frappa. Ce doux arôme fumé que j'avais passé des années à perfectionner sur mon vieux grill à charbon flottant maintenant depuis une fête où je n'étais pas le bienvenu. Je me tenais sur le trottoir assez loin de la maison pour que personne à l'intérieur ne puisse me voir, mais assez près pour entendre des rires faibles s'élever au-dessus de la musique. Quelque part dans cette foule se trouvait ma fille, Julia, avec sa toque de diplômée, souriant probablement pour des photos, pendant que sa mère était le centre de l'attention, comme toujours bruyante, impeccable et trop douée pour faire semblant. Et puis la porte s'est ouverte. Julia est sortie toujours dans sa toge, tenant un gobelet rouge dans une main, ses yeux se déplaçant comme un animal traqué. Elle m'a vu s'est arrêtée et a marché vers moi, comme si ses chaussures s'étaient transformées en blocs de ciment. « Elle ne voulait pas de toi ici », a-t-elle dit. Pas de câlin, pas de « salut papa », juste ces 6 mots. J'ai hoché la tête sans sourciller, sans colère, juste avec le silence que j'avais maîtrisé après 22 ans de mariage avec Denise. C'était le genre de silence qui rend les gens nerveux parce qu'ils ne demandent rien. Ils observent simplement, attend. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste. La clé en laiton était chaude comme si elle avait absorbé chaque heure que j'avais passée à me préparer pour ce moment. Je l'ai mise dans la paume de Julia. « Donne ça à ta mère », ai-je dit à voix basse. Puis je l'ai regardée dans les yeux. « Et dis-lui que c'est lui ton père maintenant. » Elle a cligné des yeux. « Quoi ?» Je me suis retourné et je me suis éloigné lentement. Pas pour le drame, pas pour qu'elle me poursuive, juste assez lentement pour que le silence plante ses griffes. Derrière moi, la porte s'est refermée avec un clic. Avez-vous déjà passé 20 ans à élever une fille qui n'est peut-être pas la vôtre et à l'aimer quand même? C'est le genre de choses dont les gens ne parlent pas. Ils vous diront fort ou mature ou honorable, mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est silencieux. Assez silencieux pour ne pas rendre les choses gênantes. Assez silencieux pour ne pas poser de questions. Assez silencieux pour prétendre que ça ne vous rongeait pas l'âme chaque fois que son sourire vous rappelait trop quelqu'un d'autre. Cette histoire ne parle pas de rage. Elle parle de patience et de conception. Et écoutez comme 97% d'entre vous écoutent sans s'abonner, faites-le maintenant. Ça permet à ce genre de travail de continuer. Ça fait tourner le moteur pour des histoires que certains voudraient bien voir rester enterrées. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 6 heures jusqu'à chez moi sans toucher à la radio. Quelque part entre la 2e et la 3e heure, Denise serait à l'étage en train d'ouvrir un tiroir qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Un tiroir avec un seul objet à l'intérieur. Une enveloppe scellée blanche, légale et très très finale. Vous voyez cette clé que j'ai donnée à Julia n'ouvrait pas une serrure. Elle ouvrait un règlement de compte. Elle ouvrait une histoire que Denise pensait que je ne raconterais jamais. Et elle ne fait que commencer. La clé a heurté la paume de Denise avec un léger cliquetis métallique, mais ça aurait tout aussi bien pu être la goupille d'une grenade. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé à Julia. Avec trop de gaieté trop vite, comme quelqu'un qui essaie de garder une voix ferme après qu'une porte a claqué au milieu de la nuit. « Papa a dit de te la donner, » a répondu Julia en plissant légèrement les yeux. « Et il m'a dit de te dire que c'est lui ton père maintenant, peu importe ce que ça veut dire. » C'était comme si la musique dans la pièce avait baissé de volume pendant 1 seconde. Le sourire de Denise est resté collé sur son visage, mais ses yeux l'ont trahi. Dur comme du verre et cherchant. Elle a laissé échapper un petit rire, le genre qu'on utilise pour détourner l'attention. « Eh bien, ton père a toujours été un peu dramatique, n'est-ce pas ?» Puis comme une actrice quittant la scène au milieu d'une scène, elle a tapoté l'épaule de Julia, a marmonné quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'1 minute et a disparu à l'étage. Elle n'est pas allée dans sa chambre. Non, elle s'est dirigée directement vers la chambre d'amis, celle qu'elle prétendait être son refuge de lecture. À l'intérieur, elle s'est agenouillée à côté du bureau ancien que Martin lui avait offert pour leur 10e anniversaire quand il croyait encore que les anniversaires signifiaient quelque chose. Ses doigts ont hésité sur la serrure. Elle n'avait ouvert ce tiroir qu'une seule fois depuis que Martin avait déménagé. Plus par curiosité que par nécessité. Il était vide alors, mais cette fois, elle le savait. Cette fois, la clé avait un but. La serrure a cliqué. Le tiroir a glissé vide à l'exception d'une chose. Une enveloppe blanche scellée. Ses mains bougeaient plus lentement maintenant. Le déni s'échappait déjà avec son souffle. Elle a ouvert le rabat avec un ongle révélant une seule feuille de papier à l'intérieur. Ses yeux se sont fixés sur le sceau du notaire avant même que le contenu ne soit enregistré. Et puis elle a vu la ligne qui a brisé l'air autour d'elle comme une balle à travers une vitre. Transfert de la tutelle légale. Julia Helen Carter. Date d'entrée en vigueur, 6 mois plus tôt. Signé par Martin, scellé, classé, attesté. Pas de lettres, pas de messages, juste du langage juridique. Le genre qui ne laisse aucune place à la discussion, aucun espace pour l'interprétation. La pièce sembla plus petite.
Soudain, sa façade impeccable s'est effondrée, alors qu'elle s'est laissée tomber sur le lit d'invité, le papier tremblant entre ses doigts. Il y a 6 mois, cela signifiait qu'il avait prévu cela avant même que la lettre d'acceptation de Julia n'arrive. Avant les essayages de la toge et de la toque. Avant les interminables batailles sur la liste des invités. Avant même que Julia ne l'ait invité à la fête. Non, attendez. Julia ne l'avait pas invité. Il avait demandé à venir. Comme toujours demandant, pas supposant, Martin n'a jamais présumé qu'il était le bienvenu. Et maintenant, elle comprenait pourquoi. Ce n'était pas une réaction. C'était une exécution. C'est à ce moment-là que le téléphone de Denise a sonné. Elle a sursauté comme si c'était un choc électrique. Elle a vérifié. Rien d'urgent. Juste la discussion de groupe avec les autres mamans. Quelqu'un qui posait des questions sur le stationnement. Derrière la porte, la fête continuait. Des rires, des verres servis de fausses félicitations résonnant dans la maison comme des carillons à vent cachant une tempête imminente. Mais à l'étage, Denise était assise figée dans l'œil du cyclone. Une phrase se répétant dans sa tête comme un murmure égratignant sa santé mentale. « C'est lui ton père maintenant ». Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Pas entièrement. Mais une chose était déjà claire. Martin n'était pas parti. Il avait simplement éteint les lumières en silence, une pièce à la fois, et maintenant, c'était elle qui tâtonnait dans le noir. Le grenier était le seul endroit de la maison que Denise ne touchait jamais. Elle disait que la poussière lui donnait des migraines et que l'isolant lui piquait la peau. Mais Martin aimait ça comme ça. C'était son sanctuaire en partie atelier, en partie archive, en partie coffre à souvenirs. Là-haut, sous les poutres qui craquaient, et l'isolant décoloré, il gardait de vieilles boîtes de projets, des bricolages d'enfance et quelques boîtes en carton scellé, étiquetées, au cas où. C'est là qu'il se trouvait la nuit où le masque est tombé. Il n'avait pas l'intention d'écouter aux portes. Il était tard. Julia avait 16 ans à l'époque et ils venaient de rentrer d'une foire de robotique pour pères et filles. Martin avait encore le cordon d'accréditation de l'événement dans sa poche. Denise était restée à la maison avec un mal de tête, mais quand il est revenu et est monté au grenier pour ranger le trophée de Julia, il a entendu sa voix flotter à travers le conduit de ventilation. « Je sais, il est toujours là. Bien sûr qu'il l'est. Tu sais comment est Martin, il ne part pas. » Une pause, puis à voix basse et tranchante. « Elle n'a pas besoin de lui maintenant. Elle a son vrai père qui s'occupe d'elle. » Le temps s'est arrêté. Martin n'a pas laissé tomber le trophée. Il n'a pas halté ni chancelé comme dans un drame télévisé. Il est simplement resté très immobile, chaque muscle se tendant, comme si la vérité était remontée par le conduit et lui avait saisi la colonne vertébrale. Son vrai père. On pourrait penser que la piqûre serait venue du mot « vrai », mais ce ne fut pas le cas. Elle était venue du mot « maintenant ». Maintenant, après 16 anniversaires, après l'avoir conduite au camp de maths chaque été, après lui avoir construit ce ridicule diorama de l'habitat martien en 4e année, parce que Denise était trop occupée par la collecte de fonds, après avoir été le seul au premier rang de son récital d'orchestre, parce que Denise avait oublié quel jour c'était. Maintenant soudain, Martin était un substitut, un pont qu'ils avaient utilisé et qu'ils prévoyaient maintenant de brûler. Et pourtant, il n'a rien dit. Ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni même après que Denise soit passée à côté de lui dans la cuisine, fredonnant et remuant son café, comme si elle n'avait pas fait exploser les fondations de sa vie la nuit précédente. Il s'est simplement assis sur la terrasse ce matin-là, avec sa tasse regardant les nuages s'accumuler. Car voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Martin n'était pas faible, il n'était pas naïf, il était précis. Ce grenier n'était pas seulement un endroit pour les boîtes poussiéreuses, c'était un lieu d'observation, de catalogage, de conscience silencieuse. Et maintenant, il avait les données. Vous voyez, Denise avait avoué une fois auparavant des années en arrière lors d'une dispute qui avait dégénéré alors que Julia n'était qu'une toute petite fille. Elle l'avait lancée comme une fléchette empoisonnée. Je ne sais pas si elle est toi. Ok, j'ai fait une erreur d'accord. Mais tu es là et lui non. Martin l'avait pardonné, ou du moins, il avait essayé. Il l'avait enterré comme le font les hommes. Il l'avait empilé sous les déclarations d'impôts et les photos de vacances et le rire de Julia quand elle l'appelait « papa ». Mais l'entendre dire « maintenant, elle a son vrai père ». Ce n'était pas un lapsus, c'était un plan. Alors il en a fait un lui-même. Ça a commencé par un dossier, puis une visite chez un avocat à 2 comtés de là, terrain neutre, puis des appels téléphoniques, des conversations prudentes avec des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire mais qui étaient prêts à jouer leur rôle. Il ne cherchait pas la vengeance. Il préparait un transfert, non seulement de la tutelle légale, mais de la perception de la réalité de qui avait vraiment été là et qui essayait seulement maintenant d'occuper un devant de la scène qu'il n'avait pas mérité.
Dans le grenier, Martin a placé le trophée de Julia sur une étagère à côté de son premier cadre d'art en macaronis. Il l'a fixé longuement, puis a tiré sur la chaîne de la lumière suspendue. L'obscurité a englouti la pièce et à partir de cette nuit-là, il a commencé à traiter la vérité comme un circuit imprimé, silencieux, câblé et attendant juste la bonne tension pour le faire vrombir à la vie. Les doigts de Denise tremblaient alors qu'elle tapotait sur son téléphone maculant l'écran à chaque tentative ratée de toucher le nom de Thomas assez rapidement. Elle ne lui avait pas parlé depuis plus d'1 an, peut-être plus. Mais son contact était resté dans son téléphone sous un pseudonyme inoffensif, Masson, sa petite blague privée, car elle disait toujours que Thomas pouvait poser des briques mais ne pouvait rien construire. L'appel a sonné 2 fois avant de tomber directement sur la messagerie vocale. Elle a juré à voix basse et a réessayé. Rien. Son pouce s'est arrêté 1 seconde, puis elle a rapidement fait défiler et a touché un autre numéro. La femme de Thomas Gale, techniquement ex-femme maintenant. Elle avait demandé le divorce après toute cette affaire en 2019. Denise avait observé de loin, n'offrant ni aide ni soutien, juste des hochements de tête vagues et distants quand Julia demandait occasionnellement « Tu penses que Monsieur Thomas va bien? Il a toujours l'air si fatigué. » Le numéro de Gale était également hors service. La panique s'emparait d'elle comme une fièvre lente. Elle se tenait près de la fenêtre, observant les invités de la fête déambuler dans le jardin souriant, buvant et trinquant comme s'ils étaient dans une comédie romantique, alors que tout son récit, celui qu'elle avait soigné et protégé pendant des années, s'effondrait au fil des heures. Et la clé, cette maudite clé. Que voulait dire Martin? C'est lui ton père maintenant. Ça ne pouvait pas vouloir dire. Non. Non, ça ne pouvait pas. À moins que Martin n'ait fait quelque chose. À moins que Martin ne lui ait parlé. Elle s'est assise brusquement sur le bord du lit, son esprit remuant des souvenirs comme des papiers volants dans une tempête. La dernière fois qu'elle avait vu Thomas, c'était dans une station-service près de la limite du comté. Coïncident gênant. Il n'avait pas posé de questions sur Julia, pas directement, mais il l'avait regardée un peu trop longtemps avec quelque chose entre le regret et la crainte. Elle s'en souvenait maintenant. Elle a repris son téléphone. Cette fois, elle a ouvert ses messages. Rien de Thomas jusqu'à ce qu'un nouveau message d'un numéro inconnu apparaisse soudainement. Pas d'objet, juste un court texte. Je ne lui ai jamais dit, je le jure, mais si tu as fait ce que je pense que tu as fait, que Dieu nous vienne en aide. Elle a fixé l'écran si longtemps qu'il s'est assombri. Puis au même moment, la voiture de Martin passait devant le panneau délavé « Bienvenue à Red Oak ». Il a tapoté sur son propre téléphone et a silencieusement supprimé le message de Thomas. Pas de réponse, pas de réaction, juste un glissement silencieux dans l'oubli, comme s'il effaçait un fantôme. L'ironie, Martin n'avait pas eu besoin de l'aide de Thomas. Pas vraiment. Il avait déjà ce dont il avait besoin. Une traînée d'incohérences, de demi-vérités, et cette photo, celle prise lors d'une retraite dans un chalet il y a 21 ans. Denise dans une veste polaire bleue berçant une Julia nouveau-née et Thomas jeune et stupide le bras autour d'elle deux. La photo n'avait jamais été imprimée. Denise l'avait supprimée de sa galerie des années auparavant, mais Martin avait accès au compte cloud familial. Il l'avait toujours eu. Denise ne s'était jamais donné la peine de changer le mot de passe. Pourquoi l'aurait-elle fait? Martin était prévisible, fiable. Il s'occupait de la logistique des factures, des données, le maître de maison numérique. Jusqu'à un jour où il a cessé de l'être. Jusqu'à un jour où cette photo archivée, restaurée, subtilement éditée, pour mettre en évidence la date et les coordonnées GPS, a été glissée dans un dossier marqué « Remise des diplômes 2025 » et synchronisée silencieusement avec le téléviseur du salon programmé pour commencer à jouer à l'instant même. Et pendant que Denise était assise seule dans la chambre d'amis à l'étage paralysé avec un téléphone qui n'avait pas de réponse en bas, un diaporama a commencé. Ce n'était que sourires et nostalgie au début. Les premiers pas de Julia à son 5e anniversaire, le ruban de la foire scientifique que Martin avait encadré comme s'il s'agissait d'une médaille olympique. Puis à mi-parcours, cette photo est apparue, juste assez longtemps pour que quelqu'un la remarque. « Qui est ce type qui te tient toi et ta mère Jewels ?» a demandé quelqu'un près du plateau de fromage. La musique ne s'est pas arrêtée, mais le monde de Denise, si. Elle était déjà à mi-chemin des escaliers quand elle a entendu Julia dire à voix basse « Je ne sais pas ». Et pour la première fois de sa petite vie soigneusement orchestrée, Denise a réalisé qu'elle n'était plus la narratrice. Elle n'était qu'un personnage, et quelqu'un d'autre, quelqu'un de terriblement silencieux, s'était emparé du scénario. Ça a commencé par un rire. Un des anciens camarades de classe de Julia Caleb, peut-être, se tenait près de l'îlot de cuisine et regardait la télévision, un verre à la main. « Hé Jules !» a-t-il crié. « Regarde celle-là, tu étais un vrai gremlin. » Julia, en riant, s'est penchée. C'était une photo d'elle enfant, le visage barbouillé de gâteau d'anniversaire, les yeux écarquillés de joie. Martin avait pris celle-là.
Il se souvenait du moment si clairement que ça en était douloureux. Puis une autre est devenue, elle, en tutu de ballerine, une sortie scolaire, sa compétition de robotique au lycée. Martin avait conduit toute la nuit pour celle-là, même après s'être blessé au dos en transportant des cartons à son travail à temps partiel. Et puis ça a basculé sur cette photo. Le rire s'est coincé dans la gorge des gens. C'était subtil au début. Quelques murmures, un léger changement d'énergie, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Julia s'est approchée. L'image était un peu plus granuleuse que les autres, plus vieilles, moins soignées, mais indubitable. Sa mère beaucoup plus jeune, tenant un bébé emmailloté Julia, et debout, à côté d'elle, le bras doucement autour de la taille de Denise, se trouvait un homme que Julia ne reconnaissait pas. Grands cheveux bruns, souriant, comme s'il était à sa place. Denise Thomas. Le nom du fichier dans le coin disait « Voyage, chalet, juillet, 2004, final ». Julia a cligné des yeux. Quoi? L'image est restée un battement de cœur de trop. Puis le diaporama a sauté à une foire plus innocente, panier de Pâques, photo de classe du lycée, mais le mal était fait. Les chuchotements furent immédiats. Qui était ce type? Il ne ressemblait pas à Martin. C'était bien le bébé Julia. Elle avait l'air très à l'aise avec lui, Denise. De l'autre côté de la pièce, dans un cardigan crème et un sourire figé, elle a failli laisser tomber son verre de vin. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule avec un sourire forcé qui passait à peine pour poli. « Désolé les gens, difficultés techniques », a-t-elle dit, et elle a arraché le câble HDMI du mur, comme s'il l'avait personnellement insulté. L'écran est devenu noir. « Maman », a dit Julia, sa voix calme mais dure. « Qui était cet homme sur la photo avec nous ?» Denise n'a pas répondu au début. Elle était trop occupée à essayer de sourire à travers une vitre qui commençait à se fissurer. « Oh ça !» a-t-elle dit avec un rire qui n'atteignait pas ses yeux. « Juste un vieil ami d'il y a longtemps. Cette photo a dû se mélanger aux autres d'une manière ou d'une autre. Martin a dû tout télécharger par accident. »« Juste un ami », a répété Julia. « Oui chérie, quelqu'un avec qui je travaillais. Il était de passage. Tu sais comment Martin aime tout archiver, même les déchets, sans importance. C'était un mensonge décent. Propre, rapide, livré avec le genre de confiance qui passait autrefois pour du charme. » Mais il était trop tard. Le visage de Julia n'a pas bougé. Elle a simplement hoché la tête une fois et s'est retournée, s'excusant silencieusement de la conversation. Son verre était encore plein, intact. Denise s'est restée seule une seconde, entourée de bruit, mais isolée de celui-ci. Une île au milieu de son propre salon. Le reste de la fête a essayé de continuer, mais on pouvait le sentir. L'air avait changé. Il y avait un courant qui tirait maintenant sous la surface. Des regards s'échangeaient, comme des notes dans une salle de classe. Les conversations devinrent plus silencieuses, plus courtes, et Denise pouvait sentir tout s'effondrer, un ricanement à la fois. Dans la salle à manger, quelqu'un a chuchoté. « Tu crois que Martin savait ?» Quelqu'un d'autre a répondu. « Il est ingénieur. Bien sûr qu'il savait. » Pendant ce temps, Julia est entrée dans la salle de bain, du bas a verrouillé la porte et s'est assise sur le bord de la baignoire. Elle a sorti son téléphone, a ouvert sa galerie de photos et a zoomé sur l'image de l'homme. Quelque chose dans son visage, sa mâchoire, ses yeux semblaient étranges. Pas mauvais, juste inconnu. Étrange d'une manière qui ne devrait pas être possible. C'était elle sur cette photo. Sa mère, mais pas son père. La certitude qu'elle avait toujours eu l'hypothèse fondamentale de qui elle était maintenant fissurée en deux. Et le pire, elle avait le sentiment croissant et dévastateur que ce n'était pas seulement un accident. Martin n'avait pas téléchargé ça par erreur. Non, il avait installé la fissure et attendu patiemment que la pression fasse le reste. 2 jours plus tard, juste après 9h ans, Denise a ouvert la porte de sa maison, toujours en robe de chambre, s'attendant à récupérer un colis de crème hydratante hors de prix ou des cartes de remerciement de remise de diplôme qu'elle avait commandées à la dernière minute. À la place, un coursier en coupe-vent gris l'a salué avec un plat et inexpressif « Signez s'il vous plaît ». Elle a signé sans réfléchir, sirotant toujours son café. Le colis était une enveloppe épaisse et rigide de qualité juridique du genre qui sentait la salle d'audience. Son estomac s'est noué avant que son esprit ne puisse suivre. Elle a fermé lentement la porte. L'enveloppe était simplement étiquetée « Attention personnelle, Denise Carter ». Pas d'adresse de retour, juste un petit tampon rouge en bas qui disait « Traité ». Au début, elle n'a pas voulu l'ouvrir. Pas par peur, mais parce qu'une petite partie obstinée d'elle s'accrochait encore à l'illusion que si elle ne regardait pas, ça ne pouvait pas être réel. Que toute cette réaction en chaîne pourrait être contenue avec suffisamment de contrôle des relations publiques et quelques larmes bien répétées. Mais la curiosité est un chirurgien cruel. Elle ne coupe pas proprement.
Elle s'est assise à la table de la cuisine, a glissé son ongle manucuré sous le seau et a sorti le contenu. Sur le dessus, un post-it jaune. L'écriture de Martin. J'ai donné plus que je ne possédais. Tu as donné moins que la vérité. En dessous, une pile de documents soigneusement agrafés. Elle les a parcourus un par un alors que son pouls commençait à marteler dans ses oreilles. Pétition de renonciation, légale au droit de paternité. Classé notarié signé. Déclaration d'intention. Martin se désengageait de toute obligation légale actuelle ou future concernant Julia Carter. Reçu financier. Paiement de frais de scolarité, méticuleusement organisé pour chaque semestre de l'école primaire à l'université. Étiqueté avec les institutions, les dates, les montants. Frais médicaux. Orthodontie-chirurgie, examen de la vue, tickets modérateurs, des urgences, tout payé par l'assurance de Martin ou de sa poche. Vacances. Disneyland Yellowstone, même ce voyage chaotique à la plage, en 2013, où Julia s'est fait piquer par une méduse. Billets d'avion, hôtel, location de voiture, documentés, imprimés, classés. Même les cadeaux d'anniversaire étaient listés. MacBook Pro 2019, payé en totalité, bonus de remise de diplôme. Il n'y avait aucune accusation dans les documents. Aucune indignation morale, juste des preuves. Froide, irréfutable. Une déclaration silencieuse de « Voici ce que j'ai donné ». Tout. Et maintenant, c'est fini. La gorge de Denise s'est serrée. Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une blessure de sortie. Et le pire, elle connaissait la loi assez bien pour comprendre les implications. Si Martin n'était pas le père biologique de Julia et qu'elle n'avait jamais osé le confirmer légalement, alors c'était un abandon. C'était une libération, une rupture nette. Elle l'avait cantonné au rôle de père sans lui accorder l'autorité ou le respect d'un père. Et maintenant, il avait fini de jouer à la maison de poupée. Elle est arrivée à la dernière page et a senti son souffle se couper. Là, dans une police courrier tranquille, se trouvait la clause de clôture. Cette renonciation ne représente pas une absence de soins, elle représente la conclusion de l'obligation. La porte est restée ouverte pendant 21 ans, elle n'a pas été franchie. Elle a posé le document et s'est adossée. Le silence de la cuisine était soudain oppressant. C'était comme si Martin avait quitté la maison en flammes, mais avait laissé tous les reçus de carburant collés au mur en partant. D'en haut, la porte de Julia s'est ouverte avec un grincement. Elle a descendu lentement les escaliers pieds nus dans un sweat à capuche trop grand pour elle. Ses cheveux étaient mouillés. Elle devait juste sortir de la douche. Elle est entrée dans la cuisine, a vu l'enveloppe, a vu le visage de sa mère. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Denise a commencé à répondre, puis s'est arrêtée. Parce que comment expliquez-vous qu'un homme choisisse de cesser d'être le père de votre fille, sur le papier, mais n'ait jamais cessé d'être son père dans l'action ? Elle a plié les documents avec soin, lentement, et pour la première fois depuis des années, elle a senti que c'était elle qui jouait un rôle qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Dehors, un vent s'est levé. Des feuilles mortes ont balayé le porche. À l'intérieur, la femme qui a construit une vie sur un contrôle minutieux se retrouvait maintenant avec des papiers dans une main et sans scénario dans l'autre. Julia n'a dit à personne qu'elle partait. Elle a attendu que Denise parte pour son brunch de réseautage hebdomadaire dans ce lieu hors de prix où elle faisait semblant de s'intéresser aux initiatives de la mairie et au fromage végétalien. Puis, elle a pris les clés, a enfilé un sweat à capuche et a conduit 40 minutes vers l'ouest au-delà de la sortie d'autoroute où la route commençait à ressembler à quelque chose de son enfance. Des stations-service des églises sur des panneaux d'affichage et l'ancien restaurant familial qui avait fermé pendant la pandémie. La maison de Martin était plus petite qu'elle ne s'en souvenait. Une modeste maison de plain-pied avec une boîte aux lettres rouillée et une balançoire de porche qui grinçait au vent. Le jardin était entretenu, mais pas manucuré. Plus de rosiers ni de haies décoratives comme à la maison. Juste de l'herbe coupée courte avec quelques pissenlits têtus qui poussaient comme de petites rébellions. Il a ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. « Salut ma fille », a-t-il dit. Aucune surprise dans sa voix. Pas un sourire non plus, juste une fermeté. Julia est restée là un moment ne sachant pas pourquoi sa gorge se serrait. « Salut », a-t-elle finalement dit. J'étais dans le coin. « Il a hoché la tête, s'écartant pour la laisser entrer. À l'intérieur, la maison sentait le café frais et les vieux livres. Pas mis en scène, pas soigné, juste vécu. Ils n'ont pas parlé au début. Il lui a servi une tasse de thé gingembre et citron, sans sucre, exactement comme elle l'aimait. Un petit détail invisible qui lui a retourné l'estomac. Ils se sont assis sur la terrasse arrière, le vent tirant doucement sur les bords du monde. Et pendant un moment, ils n'ont rien dit. Quand Martin a finalement parlé, il n'a pas mentionné la fête, ni la photo, ni les documents. « J'ai ouvert un coffre-fort à ton nom », a-t-il dit sortant un morceau de papier de sa poche. Il le lui a tendu comme si c'était une carte de visite. À l'intérieur, il y a une clé, pour une autre boîte.
Celle-là est dans une autre banque. Je les ai divisées pour la redondance. Vieille habitude. Elle a cligné des yeux regardant le papier. Qu'y a-t-il à l'intérieur? A-t-elle demandé. De l'argent, a-t-il dit. Principalement. Quelques autres choses. Des lettres, des notes de quand tu étais petite, des photos que je n'ai pas publiées. Je mets de l'argent sur ce compte depuis que tu as 7 ans. C'est sous une fiducie qui s'active au moment où tu touches la clé. Julia a levé les yeux lentement. Maman n'est pas au courant. Elle ne l'a jamais été, a-t-il dit calmement. Elle n'était pas censée le savoir. Le silence s'est étendu entre eux. Julia étudia son visage, sa force tranquille, les petites lignes creusées par des décennies à plisser les yeux au soleil et à sourire à travers le bruit des autres. Il n'avait pas l'air triste. Il n'avait pas l'air satisfait. Il avait simplement l'air d'en avoir assez. Julia a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. À la place, elle a pris le papier, l'a plié soigneusement et l'a glissé dans sa poche. « Tu ne vas pas me dire quoi en faire ?» a-t-elle demandé. Martin a penché la tête. « Tu es une adulte, Julia. Tu n'as pas besoin d'instructions. Tu as besoin d'options. » Un autre silence. Puis presque inaudiblement, elle a demandé. « Pourquoi tu ne t'es pas battue ?»« Pourquoi faire ?» a-t-il dit. « Un titre ? Une place à une table où je n'étais pas invité. » Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas discuté. Parce que quelque chose dans la façon dont il l'a dit sonnait final. Martin s'est levé, s'est étiré le dos avec un petit grognement et a ramassé les tasses vides. « Je t'accompagne à la voiture. » Mais elle était déjà debout. « Je peux trouver le chemin, » a-t-elle dit sa voix plus faible qu'elle ne l'avait prévu. Il a hoché la tête sans s'offusquer. Elle a marché vers la voiture en silence. Elle a ouvert la porte, a hésité, puis est montée. Pas d'au revoir, pas de câlin, pas de « on se parle bientôt ». Juste le moteur qui vrombit et les pneus qui crissent doucement sur le gravier. Martin l'a regardé partir de la même manière qu'il l'avait vu faire ses premiers pas, chancelant dans leur ancien jardin, prêt à la rattraper, mais sachant qu'on ne le lui demanderait pas. Et Julia. Julia a conduit jusqu'à la maison avec le papier du coffre-fort qui brûlait dans sa poche comme une mèche. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Mais quelque chose avait changé en elle. Une plaque tectonique sous des années de souvenirs bien répétés avait glissé. Juste un peu assez pour que tout bascule. Parce que maintenant, pour la première fois de sa vie, elle ne se demandait pas ce que sa mère lui avait caché. Elle se demandait pourquoi. Denise a fait les réservations à la Maison Vert, un prétentieux lieu de fusion française avec peu de lumière et assez d'égo pour masquer sa médiocrité. Elle a choisi la banquette du coin près de la cheminée. Elle portait une robe bleu marine, discrète de bon goût, ni trop maternelle, ni trop fragile, contrôlée comme tout ce qu'elle faisait. Elle avait envoyé un texto à Julia plus tôt dans la journée. « Parlons, juste nous. Ou si tu as besoin de lui, c'est bien, je répondrai à tout. » Julia a répondu par un simple « Il vient ». Rien que cela a dit à Denise qu'elle perdait déjà des pions. Ils sont arrivés séparément. Julia est entrée la première, le menton ferme, les yeux prudents. Martin l'a suivie 5 minutes plus tard, avec une veste grise et un polo noir, unis, tenant un dossier en cuir usé sous le bras, comme si c'était un menu qu'il connaissait déjà par cœur. La serveuse a apporté de l'eau. Denise a commandé du vin rouge. Martin n'a rien commandé. Les banalités n'ont jamais eu lieu. Julia est allée droit au but. Alors maman, qui était cet homme sur la photo? Denise a souri avec tension et a commencé à tisser sa version. C'était un collègue d'il y a des années. Nous étions proches pendant un court moment. C'était compliqué. J'étais dépassée d'être une nouvelle mère. Tu sais comment ces années peuvent devenir floues. Et ton père Martin voyageait beaucoup à l'époque. Il n'était pas présent. Et Thomas, il était simplement là, offrant du réconfort. Julia la fixait. Sans émotion, écoutant simplement comme si elle regardait une histoire qu'elle ne croyait pas, mais qu'elle ne voulait pas interrompre par curiosité, de voir jusqu'où elle irait. « Je n'ai jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit », a poursuivi Denise. « Je ne pensais tout simplement pas que ça importait. Il a disparu. Tu avais Martin, il t'a élevé, c'est ça qui compte. » Martin a posé le dossier sur la table sans dire un mot. Denise l'a regardé, sa voix a vacillé. « Qu'est-ce que c'est ?» Martin n'a pas répondu, il l'a simplement glissé vers Julia. Julia l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait 3 documents. La première page portait l'entête d'un laboratoire de génétique privé. La deuxième, un formulaire de chaîne de possession. La troisième, les résultats. La ligne noire et audacieuse au centre disait « Probabilité de paternité 0%. » La main de Julia n'a pas tremblé au début. Elle l'a lu, l'a relu, a regardé les dates, les signatures, l'identifiant du test. Puis ses doigts ont commencé à trembler très légèrement. C'était comme si une brise l'avait traversée. Elle a regardé Denise. Les lèvres de Denise se sont séparées. « Chérie, ce test ne veut rien dire. C'est du papier. Ça ne change pas qui t'a aimé, qui t'a élevé. » Mais Julia n'a pas parlé. Elle n'a pas scié. Elle s'est levée et est sortie. Pas de cri, pas de drame, pas de « comment as-tu pu ?»
juste le grincement aigu d'une chaise en bois sur le carrelage, le léger clic des talons disparaissant vers la porte. Denise s'est tournée vers Martin, le visage tordu entre la panique et la fureur. « Pourquoi ferais-tu ça ici comme ça? Tu l'as humilié. » Martin a pris une gorgée d'eau. « Je ne l'ai pas humilié, a-t-il dit. J'ai clarifié les choses. Elle n'avait pas besoin de ce dossier, a-t-elle demandé. Je lui ai juste donné de la fiction. Je lui ai donné des faits. Denise a attrapé le dossier, comme si elle voulait le déchirer, le brûler, l'effacer de l'existence. Mais Martin était déjà debout. Calme fini. Elle avait besoin d'un nouveau départ, a-t-il dit. Maintenant, elle l'a. Puis il s'est éloigné. Au même rythme que toujours. De retour dans la banquette, Denise s'est assise seule, le verre de vin, intact, tremblant légèrement dans sa main. Autour d'elle, le restaurant continuait son brouhaha, imperturbable, inconscient. Mais elle le savait. Elle savait ce qui venait de se passer. Le silence de Julia avait été plus fort que n'importe quelle accusation. Et le départ de Martin n'était pas une retraite. C'était une conclusion. Ça a commencé par une seule photo. Sans légende, sans contexte, juste une prise de vue en plongée. Une clé en laiton posée à côté d'un dossier de résultats ADN sur une table en bois usée. Une légère auréole d'une tasse de café tachait le bord du papier, presque comme si elle était là depuis un moment. Julia l'a d'abord posté sur sa story Instagram. Puis 10 minutes plus tard, sur son profil principal. Le silence en disait long. À midi, elle avait plus de 400 commentaires. À la fin de la journée, près de 2000. Et ce n'étaient pas seulement des amis de l'université ou des cousins qui commentaient avec des émojis de cœur ou un soutien vague. C'était tout le monde. De vieux voisins de l'impasse où Julia a appris à faire du vélo ont commencé à commenter. Martin attendait à l'arrêt de bus même quand il pleuvait. Il venait à toutes les réunions de l'association des propriétaires et n'élevait jamais la voix. N'a-t-il pas construit lui-même la cabane dans les arbres de Julia? Il a passé tout l'été dessus. Un autre a posté une photo granuleuse d'un barbecue du 4 juillet d'il y a des années. Martin tenant Julia sur ses épaules, des cierges magiques dans ses petites mains. Denise est juste à côté, souriante mais pas présente. Ce même utilisateur a ajouté « Il a toujours été la même quand elle ne l'était pas ». Puis est venu le réseau de chuchotement. Quelqu'un du club de lecture de Denise a laissé un commentaire. Elle se vantait d'être une joueuse d'échecs dans un monde de dames. J'ai toujours eu l'impression qu'elle voyait les gens comme des pièces. Quelqu'un d'autre a répondu « Vous vous souvenez quand elle a plaisanté sur la conception de sa vie? Je pensais qu'elle était juste intelligente. » Le barrage a cédé quand une photo de l'annuaire est apparue. Julia, enfant, lors d'une journée en famille, de l'entreprise. Là, en arrière-plan, se trouvait un Thomas, plus jeune, les bras nonchalamment autour de Denise, tous deux, regardant le bébé de Julia, déambuler sur la pelouse. Et une fois que cette image a atteint Twitter, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des comparaisons côte à côte ont été publiées. Des fils de discussion ont émergé. Parlons de la façon dont Martin a élevé l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 21 ans et n'a jamais rien demandé de plus qu'une place à sa remise de diplôme. Denise a joué à la reine. Le problème, c'est qu'elle a oublié que les hommes silencieux gardent des reçus. Des mèmes ont commencé à circuler. Une photo d'une clé en laiton photoshopée sur le trône de fer. Légende, c'est lui ton père maintenant. Même les gens qui ne connaissaient pas la famille ont commencé à prendre parti. Et d'une manière ou d'une autre, le camp avec le moins de mots, celui qui ne tournait pas, ne suppliait pas, ne postait pas, a commencé à gagner. Martin, pour sa part, n'a pas répondu. Il n'a rien posté. Il n'a pas aimé les commentaires. Il n'a pas publié de déclaration, ni clarifié ses intentions. Il est simplement resté immobile, absent. Mais cette absence n'était pas du silence. C'était de la domination. Car alors que Denise avait toujours contrôlé le scénario bruyante, calculé, impeccable, Martin avait fait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il avait passé la plume à tout le monde. Et ils ont réécrit son histoire sans pitié. Les fissures d'Yves dans le monde de Denise sont devenues des gouffres. Un père de l'école de Julia lui a envoyé un texto directement. L'as-tu vraiment laissé en dehors des photos de remise de diplôme? Sa sœur lui a laissé un message vocal, les lèvres pincées et à voix basse. Je t'avais prévenu de ne pas lui mentir, il méritait mieux. Même Gail, l'ex-femme de Thomas, a posté un seul commentaire pointu sous la photo de Julia. La vérité trouve toujours le chemin de la maison, même quand elle doit ramper. Et Denise, elle a essayé de poster une réfutation, une longue légende sinueuse sur les malentendus et les histoires familiales complexes. Mais à ce moment-là, le courant l'avait déjà emporté. Personne ne l'a cru, parce que dans le tribunal de l'opinion publique, l'émotion est une preuve et le monde en avait déjà vu assez. Le rejet silencieux d'une fille, le dévouement documenté d'un homme et une femme qui avaient autrefois le contrôle, regardant maintenant son empire s'effondrer de l'intérieur. Pas avec une explosion, mais avec une clé et un dossier. Le nouvel appartement de Julia n'avait rien d'extraordinaire.
le dernier étage d'un immeuble en briques rouges, sans ascenseur, avec des poignées de placards dépareillés et des toilettes qui gémissaient quand on tirait la chasse, mais c'était le sien. L'endroit sentait encore légèrement la peinture fraîche et les boîtes de plats à emporter et des guirlandes lumineuses clignotèrent de manière inégale autour du cadre de la fenêtre, comme si elles ne pouvaient pas décider de célébrer ou de pleurer. Martin a apporté une chaise pliante et une bouteille de cidre sans alcool. Il n'a pas eu besoin de dire grand-chose quand il est entré. Julia l'a serré fort dans ses bras. Sans hésitation cette fois, et quand elle s'est reculée, elle l'a regardé avec quelque chose de plus lourd que la culpabilité, mais de plus léger que la douleur. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur le porche », a-t-elle murmuré. Il a haussé les épaules. « Tu ne savais pas ?» Une pause. « Sais-tu maintenant ?» Ils se sont assis dans le coin pendant que ses amis s'affairèrent dans la cuisine, criant à propos de raviolis brûlés et de vin renversé. Quelqu'un a mis de la musique. Un instant, il a semblé que la paix était arrivée vêtue d'un pantalon de survêtement et d'une assiette en carton. Puis on a frappé à la porte. 3 coups doux, hésitants. Julia a ouvert la porte sans demander qui c'était. Elle le savait déjà. Denise était là dans un cardigan beige et les cheveux parfaits tenant une petite boîte enveloppée dans du papier pastel. Ses yeux sont passés de Julia à l'appartement. « Je suis juste venue pour… » Julia n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas fait de scène. Elle a simplement dit « Tu n'as plus la clé ». Denise a cligné des yeux. La boîte tremblait dans ses mains. « Je t'ai portée, Julia. J'ai saigné pour toi. »« Et il m'a construite » a répondu Julia. Une vérité à la fois. Elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a simplement fermée. Silencieuse nette. À l'intérieur, Martin n'a pas réagi. Il s'est assis tranquillement, finissant son cidre, regardant le monde se mettre à sa place. Quelques minutes plus tard, quand les autres avaient migré vers la cuisine, Julia est revenue à ses côtés. Il a glissé la main dans la poche de son manteau et a sorti quelque chose enveloppé dans un vieux mouchoir. Une clé, pas en laiton. Celle-ci était en acier mince moderne. Il l'a pressée dans sa paume. « Pour la boîte ?» a-t-il dit. « La vraie. Tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur ?» Elle l'a tournée lentement, puis a levé les yeux. Encore des reçus. Martin a gloussé. « Non, plus de reçus. Juste des lettres. Et une photographie que j'ai attendu 20 ans pour te donner. » Elle n'a pas demandé ce que c'était. Elle n'en avait pas besoin. Pas encore. Dehors. Denise était assise dans sa voiture, avec la vieille clé en laiton dans son poing, les doigts ouverts autour des bords, les jointures tremblantes. Elle était venue en pensant que, peut-être, juste peut-être, elle pourrait tout arranger, dire les bonnes choses, utiliser la bonne expression, tordre le moment en quelque chose de gérable. Mais Martin avait changé les serrures. Pas seulement littéralement, métaphoriquement, émotionnellement, définitivement. La clé qu'elle tenait était une relique, un symbole de la porte qu'elle contrôlait autrefois. Maintenant, elle n'ouvrait plus rien. À l'intérieur, Julia a ri pour la première fois ce jour-là. Vraiment ri. Pas par soulagement ou par vengeance, mais parce que quelque chose en elle s'était enfin aligné. Pas parfaitement, pas sans douleur, mais avec vérité. Et Martin, il s'est simplement adossé et a écouté.